merci de votre fidélité à Radio Pays Guyane et nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction. L'information de ce lundi 12 avril 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béry, l'OLCRDA. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce début de semaine, l'association Trop Violence bloquée au barrage d'Irakubo par les gendarmes en raison d'un motif impérieux non valable. Ils n'ont pu passer qu'en fin d'après-midi. On sera en direct avec Olivier Goudet, le président de l'association Trop Violence. On fera le point sur la situation épidémiologique en Guyane. La menace d'une troisième vague est forte sur le territoire. Le nombre de cas positifs poursuit sa hausse et la vaccination a du mal à décoller. Le conseil scientifique s'est réuni ce matin comme chaque lundi et a émis quelques propositions. Et puis, on prendra des nouvelles des habitants sinistrés de la rénovation urbaine une semaine après les rafales de vent qui ont balayé leur toiture. Aujourd'hui, d'autres appartements leur sont proposés. On reviendra sur le groupe de travail réuni à la CTG samedi sur le projet Guyane. Les questions statutaires et de gouvernance étaient au cœur des discussions. On fait le point dans ce journal. Les projets de Kuala Faya à l'arrêt. Cette société forme des électriciens sur les communes de l'intérieur, mais plusieurs collectifs, institutions lui doivent plus de 400 000 €. Enfin, souvenez-vous de ce jaguar handi capturé dans une école à Kourou et en décembre, après plusieurs mois de captivité, le petit félin a été libéré. Nous avons suivi ce retour dans la nature, reportage en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez, en titre, Trop Violence bloquée au poste de contrôle routier d'Irakubo. Oui, Yvan Goua, la porte-parole, et Olivier Goudet, le président de l'association, appelé par les habitants d'un quartier de Saint-Laurent-du-Maroni qui déplore une montée inquiétante de la violence, ont tenté de s'y rendre. Les membres de Trop Violence sont restés coincés au barrage d'Irakubo car pas de motif impérieux, une colère que vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux. Alors pour en parler, nous recevons en direct par téléphone Olivier Goudet, le président de l'association. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Olivier Goudet, que s'est-il passé précisément ce matin au barrage d'Irakubo? Un délit de faciès, une dictature, une intimidation, une volonté de nuire à l'association Trop Violence, de nuire à la population guyanaise, une volonté, nous pensons, du préfet de régler des comptes. Aujourd'hui, les Guyanais ont, je pense, été touchés dans leur chair, puisque ce n'est pas un quartier de Saint-Laurent qui nous a appelés, mais des habitants de Saint-Laurent. Nous devions aller à leur rencontre pour pouvoir entendre leurs problèmes, leur situation. Nous avons hier rencontré une victime qui a eu 15 hommes cagoulés qui sont rentrés chez eux, qui les ont ligotés, les ont frappés, qui ont voulu tuer le bébé, ils étaient tous armés avec des appompes. Je veux rappeler que en ce moment même, il y a un homme, un bijoutier qui se trouve à l'hôpital dans le coma. Le mois dernier, un homme a été tué. Nous voulons rappeler qu'il y a des viols. Alors, est-ce que vous avez pu expliquer cette situation aux gendarmes d'Irakubo pour qu'ils puissent vous laisser passer? Parfaitement. Lorsque nous sommes venus, ils nous ont salués. Nous avons dit bonjour. On s'est salués. Ils nous ont demandé nos papiers. Ils nous ont demandé où on allait. On leur a dit qu'on allait à Saint-Laurent, qu'on allait rencontrer des victimes, des personnes, une dizaine de victimes qui nous attendaient pour qu'on puisse les soutenir, chose qui est le statut de Trop Violence. Et donc, il nous a dit OK, d'accord. Donc, il nous a dit d'attendre. Il est parti avec le permis d'Yvan Goua et mon permis. Il est revenu une vingtaine de minutes après. On l'a vu au téléphone. À un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il était au téléphone et il vient vers nous 20 minutes après. Et là, il me dit, c'est bien monsieur, vous avez tous vos points, vous êtes un bon conducteur, mais par contre, vous ne pourrez pas aller à Saint-Laurent. J'ai dit, et pourquoi? Et alors, il me dit, parce que vous n'avez pas le droit d'y aller, vous n'avez pas d'attestation. On lui dit, mais comment on n'a pas besoin d'attestation, on va voir des victimes. Il nous dit que il nous faut des attestations, une attestation. On lui dit, OK, il n'y a pas de problème, tout de suite, dans l'instant, j'appelle mon avocate
donc qui nous envoie l'attestation, puisque aujourd'hui l'association Trop Violence s'est professionnalisée. Ça veut dire que nous avons 3 jeunes en service civique. Oui. Donc, et Ivan Gua également, qui est à disposition de l'association. Moi, je suis donc le président à titre gracieux. Je ne perçois pas de rémunération. Donc, ces personnes sont sous, en gros, mon autorité. Ça veut dire que je suis aujourd'hui le Olivier responsable. Goudet, alors qu'on soit clair, quand vous êtes présenté au barrage d'Irakubo, vous n'aviez pas de motif impérieux à présenter, c'est bien ça? Donc, je vous disais que nous avons présenté ensuite une attestation, tout simplement parce que on va travailler. C'est un travail en même temps. Alors, qu'est-ce qui a permis de débloquer la situation? On a vu que il y a eu les députés Gabriel Serville et Lénaïque Adam qui ont réagi. Non, pas Lénaïque Adam, qui ont réagi à cette situation. En tout cas, Lénaïque Adam sur Twitter, en tout cas, a réagi. Et Gabriel Serville s'est rendu sur place sur le barrage. Qu'est-ce qui a fait que cette situation a pu se débloquer en fin de journée finalement? Je profite de votre micro pour remercier Madame Charles, oui. Maire de Saint-Laurent, que nous travaillons avec la mairie de Saint-Laurent. Donc depuis 2019, nous sommes dans le CLSPD et nous sommes, donc la démarche d'aujourd'hui était dans la continuité des travaux de 2019. Donc Madame Charles a pondu le document, les arrêtés qui justifiaient notre présence sur Saint-Laurent. Deuxièmement, qu'est-ce qui a permis que ça se débloque? C'est l'arrivée de Monsieur Gabriel Serville, de Madame Huguette Laurence et aussi d'un habitant, un frère de lutte, de misère, qui est Monsieur Saïbou, qui lui a bloqué totalement le pont. Et c'est à l'arrivée de toutes ces personnes, de nos membres de Trop Violence et de tous nos soutiens, qui a permis que les choses se débloquent. Gabriel Serville également et le maire d'Irakubo, pour ne pas l'oublier, Madame Régis également était là aux côtés de Gabriel Serville et qui ont débloqué la situation, qui attendait le retour du préfet. Dernière question, Olivier Goudet, en quelques mots s'il vous plaît. Que pensez-vous, quelle est votre position sur cette mesure de lutte contre le Covid-19, cette mesure au barrage d'Irakubo, des contrôles de motifs impérieux pour passer donc de l'ouest au littoral, à l'est également? C'est une injustice. C'est uniquement en Guyane que nous avons une frontière à Irakubo. C'est une injustice. Cela n'est pas justifié. Aujourd'hui, c'est pas une question de mesure du Covid. C'est Olivier Goudet et Ivan Gua qui ont été empêchés. C'est un délit de faciès. On nous a empêchés. Ils ont voulu nous empêcher de passer. Ils ont voulu aujourd'hui défier, mettre à mal. Mais heureusement, et nous remercions toute la population et tous ceux et celles qui nous ont soutenus dans cette situation. Nous sommes en direction, là nous nous sommes arrêtés, nous sommes en direction de Saint-Laurent, nous avons fait une belle victoire parce que, encore une fois, la préfecture n'a pas eu gain de cause sur nous. Merci Olivier Goudet d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Trop Violence. Et nous continuons ce journal avec les députés qui ont validé la réforme du code minier. Oui, l'Assemblée nationale a adopté vendredi les articles du projet de loi climat qui réforme le code minier. Le gouvernement s'est engagé à améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières par voie d'ordonnance dans un délai de 18 mois. En revanche, l'interdiction du projet Montagne d'Or ne sera pas inscrite dans la loi. Les députés ont également adopté plusieurs amendements pour renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal. Les peines pourront atteindre 5 ans de prison et 100 000 € d'amende pour les orpailleurs illégaux, 10 ans de prison et 4,5 millions d'amendes en cas d'atteinte à l'environnement et d'infraction en bande organisée. Radio Pays, la suite du journal
Arnaud Béhari, Lolsirder. Et dans le reste de l'actualité, la menace d'une troisième vague Covid-19 est de plus en plus réelle. Oui, les courbes continuent d'indiquer que la troisième vague est arrivée en Guyane. Le taux d'incidence est désormais de 126 alors qu'il était de 21 il y a tout juste un mois. 35 personnes sont actuellement hospitalisées. Aujourd'hui, le comité scientifique recommande plus que jamais la fermeture réelle des frontières, le respect des gestes barrières, les tests et tracing et une vaccination massive et rapide. Concernant la campagne de vaccination, le CST propose pour la booster de mettre à disposition des navettes dans les quartiers vers le vaccinodrome de l'Ancre car la vaccination ne décolle toujours pas. Un peu moins de 5% de la population a déjà reçu une dose de vaccin. Parmi eux, Ninzi, 32 ans, elle est infirmière libérale et si au départ elle n'était pas pour, aujourd'hui pour elle c'est une question de responsabilité. On l'écoute. Je l'ai prise comme une obligation, c'est de ma part, c'est moi-même, puisque j'ai des personnes en charge fragiles, des personnes âgées. Ça fait plus de monde vacciné, moins de transmission, mais à la base, j'étais pas pour la vaccination. C'est vraiment dû à une question vraiment professionnelle. Comme beaucoup de personnes, je me suis posé beaucoup de questions. C'est un vaccin assez récent, donc ça m'a amené à me poser énormément de questions. Est-ce que je faisais bien? Est-ce qu'il y aurait des conséquences après? Mais je me dis, si j'ai le choix, on m'a donné le choix justement de pouvoir le faire et de pouvoir protéger ou en tout cas essayer d'agir sur ce virus qui dure là, qui nous fait un peu galérer depuis un an. Donc si je pouvais moi agir un petit peu et protéger en même temps les personnes que je soigne, ça fait diminuer un petit peu en tout cas les craintes que j'avais et puis je me suis dit bon, je prends la responsabilité de le faire. Une deuxième réunion sur le projet Guyane. Un groupe de travail composé d'élus de la CTG, des parlementaires, des maires, des EPCI, du Grand Conseil coutumier du Franc et du collectif pour la Guyane décollée pour poursuivre l'élaboration du projet Guyane. Les débats ont été longs et vifs. Une grande partie des discussions étaient consacrées à des problèmes de méthode de travail. Seuls 2 points sur 5 ont été abordés, notamment la question de gouvernance et statutaire. Le projet Guyane doit établir des propositions et des objectifs pour l'ensemble de la population du territoire, explique Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous savons qu'il y a un certain nombre de points à aborder. On balaye les points, on revient, on reparle et finalement on n'a pas de méthode. Moi je propose qu'on ait une méthode avec un point à chaque fois et ensuite un calendrier. Pour moi, il y a un vrai sujet. Le projet Guyane, on a l'impression qu'il tourne autour d'un projet de statut. Alors que pour moi, le projet Guyane, c'est d'abord des valeurs, des propositions, des objectifs pour la population et l'ensemble de la population du territoire. Et qu'aujourd'hui, on veut absolument faire entrer dans un cadre juridique quelque chose qui, à mon avis, n'a pas encore une définition complète avant d'arriver à une consultation de la population. Le projet Guyane, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'avoir été travaillé. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de faire des amendements sur ce projet Guyane pour qu'il soit complet et qu'ensuite, on puisse avoir une proposition de statut qui colle à ce projet Guyane et pour terminer, que nous ayons une consultation de la population. Les sinistrés de la rénovation urbaine commencent à voir le bout du tunnel. Une semaine après les rafales de vent qui ont balayé les toits de 5 appartements gérés par la CIGI, les locataires sont toujours à l'hôtel aux frais de la mairie de Cayenne qui a prolongé leur séjour jusqu'à demain. Les habitants devraient visiter des appartements à la cité Zéphyr demain également. En attendant, Marie-Thérèse Adam Clovis, l'une des sinistrées, a même dû payer de sa poche un agent de sécurité pour surveiller ses effets personnels. On a des effets personnels. On payait tous les jours 50 € pour un gardien, pour qu'il puisse veiller nos affaires. Hier, on a essayé d'enlever le maximum, on a vidé parce qu'on ne pouvait plus faire payer encore. Donc, il n'y a plus rien de valeur. Donc, les voleurs, ils ont déjà défoncé les portes. Du fait qu'il n'y avait personne, ils ont tout défoncé, ils ont tout. Si vous voyez devant la porte, toutes les sachets, toutes les ordures qu'on avait mis pour jeter, ils ont répandu ça par terre. Donc, il y aura un mouvement qui va se faire. On va pas rester assis à les regarder faire. On va bouger. Ah oui.
Kuala Faya doit arrêter ses activités. Et la société qui mène des programmes visant à former et faire monter en compétences des électriciens sur les communes de l'intérieur doit s'arrêter. À ce jour, c'est plus de 400 000 € qui sont dus à cette structure de 25 salariés, dont 23 sont des habitants des communes de l'intérieur. Des retards de paiement des communes de Camopi, Maripasoula, de la CTG, de l'agence services et paiement ainsi que de l'ADEME. Ce sont de nombreux projets qui sont bloqués, explique Anselme Projet, coordinateur à Kuala Faya. Actuellement, quasiment tous nos projets sont bloqués, effectivement. Donc, il y a principalement l'électrification de Camopi, le programme de déchets, tout ce qui va concerner Camopi, en fait. Le programme d'évacuation des déchets, l'entreprise d'insertion. Donc, tout ça est complètement à l'arrêt parce qu'on n'a aucun financement sur cette partie-là depuis plusieurs mois. Ensuite, on va avoir d'autres programmes complémentaires, dont un programme de développement sur la conception d'une pirogue solaire à propulsion électrique. Donc voilà, la majorité de nos programmes sont à l'arrêt. On essaye de continuer de travailler avec les partenaires qui nous sont fidèles et qui est leur dette. Mais ça reste quand même compliqué. On a la chance d'avoir une équipe qui est volontaire et qui souhaite vraiment développer son territoire. Mais ça reste compliqué. Et on termine ce journal avec un peu d'émotion. Un félin qui retrouve la liberté grâce à 2 associations. Oui, pas n'importe quel félin, un bébé jaguarundi, une femelle. Vous êtes des milliers à avoir vu la vidéo de sa capture près d'une école à Kourou. Cela remonte à décembre dernier. Elle s'était échappée de chez un particulier. Attrapée par les pompiers, elle avait été confiée à des spécialistes pour qu'elle puisse se développer et retrouver la vie sauvage. Après presque 4 mois en centre de réhabilitation, la voilà désormais autonome. Florian Royer a assisté à ses premiers instants de vie en forêt. C'est enfin le grand jour pour cette femelle jaguarundi qui a bien changé depuis décembre. Thomas Grouès est le vétérinaire de l'association Jungle Vet qui l'a prise en charge juste après sa capture. Alors elle était plutôt en forme, elle était extrêmement stressée. Elle s'est un peu râpée, c'est un peu arraché une griffe sur la capture parce que ça l'a stressée, mais sinon rien de bien grave. La remise en liberté ne s'avère pas de tout repos. Le petit félin n'a pas du tout envie de rentrer dans sa caisse de transport. Ça a dû passer, c'est passé, ouais. Il faut lui administrer une petite piqûre à la sarbacane. C'est Jean-Philippe Magnon, le président de l'association ONSA, qui s'en charge. C'est lui qui a hébergé l'animal ces derniers mois. C'est un choix ou de les sédater ou d'essayer de les attraper dans leur cage. Mais en essayant de les attraper sans les sédater, souvent on les stresse tellement que c'est pas top, quoi. Donc à la limite, il vaut mieux les sédater pour que ça se passe un petit peu mieux. Malgré ses grognements de protestation, la voilà enfin dans sa grosse caisse pour gros chat. Et chargé dans le pick-up, direction sa vraie maison, la forêt. Ça vit pas en groupe, donc c'est vraiment solitaire comme bête. Jean-Philippe Magnon. Donc ça n'a pas de liens sociaux, tout ça, donc c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus facile à relâcher. Le jaguarundi donne des coups de patte à travers sa cage. Un peu de piste, un peu de marche, une crique traversée et on est au bon endroit. On va se faire déboîter. Et pourtant, une fois libre, l'animal ne bouge pas. Thomas Grouès de Jungle Vet. Globalement, des animaux sur les relâchés sont souvent stressés. En fait, on les remet dans la nature, ils sont stressés parce qu'on est là. Il y a eu la voiture, il y a eu la sédation, ça fait beaucoup de choses. Après, je pense qu'au bout de quelques minutes, elle est partie s'installer tranquillement pour la nuit. Tout va aller très bien, quoi. Et la petite jaguarundi finit par détaler dans la végétation où elle disparaît en quelques secondes. Voilà, reportage de Florian Royer. Alors les jaguarundis, malgré leur nom, ne ressemblent pas vraiment à des jaguars. Ils ne sont pas tachetés. Pèsent jusqu'à 9 kilos pour les mâles et sont présents du Mexique à l'Amazonie. Celle-ci a été relâchée quelque part à Montigny, Tonnet-Grande. Une belle histoire très émouvante. Voilà, on espère qu'il aura une longue vie dans la forêt amazonienne et surtout celle de Guyane. Merci beaucoup Arnaud Béarilo. Le prochain point d'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h. Nous retrouvons à 12 à 13h. Quant à vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.